Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Africain et spécial Sénégal aujourd'hui à l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, donc j'ai comme invité à ma droite M. Amadou Barry de la coalition Amadouba, et à ma gauche nous avons donc M. Kadiali Noba qui est de PASTEF. Bonjour. Et donc en duplex nous aurons donc Cheikh Sidou Silla qui est un spécialiste de la politique sénégalaise et qui va nous apporter son expertise et son analyse sur cette politique sénégalaise aujourd'hui et suite aux élections législatives du 17 novembre prochain. Alors, donc, bonjour Monsieur Barry. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes sur le plateau de Africain. Vous représentez la coalition Amadouba et vous allez donc nous présenter cette coalition et également donc votre rôle dans ce combat. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis donc Amadou Barry, membre du comité de pilotage de la nouvelle responsabilité, qui est donc cette plateforme qui a été mise en place par le président Amadouba, donc membre du comité de pilotage de la nouvelle responsabilité en France. Et je suis ici pour représenter la coalition Diam ak Njeriñ, qui est dirigée par le président Amadouba, coalition dans laquelle on retrouve le Parti socialiste du Sénégal, l'AFP de Moustapha Niasse et certains partis historiques de la gauche sénégalaise. Donc voilà en gros la composition de notre coalition Diam ak Njeriñ. Très bien, donc Monsieur Noba, donc vous êtes membre du parti PASTEF, donc le parti au pouvoir. Et aujourd'hui, donc vous allez nous expliquer bien évidemment votre coalition et également donc les candidats qui représentent la coalition en France. Merci beaucoup Monsieur Soli. Alors moi c'est Kadiali Noba, effectivement, je suis membre de PASTEF et du mouvement des cadres de PASTEF France. Donc mes fonctions au sein du parti, je suis dans 12 sous-commissariats, ce qu'on appelle justice et finances publiques. Donc, alors notre coalition aujourd'hui, il n'y a pas de coalition, plutôt c'est le parti PASTEF, en quelque sorte, qui va aux élections. Mais avec, dans nos listes, on a des membres de la coalition Diomaye qui nous ont accompagnés pendant l'élection présidentielle 2024. Donc, sur la zone ici, nous avons des candidats qui ont été sélectionnés sur la base de critères objectifs. Et lorsque c'était opportun, c'était aussi sur la base, en fait, de la démocratie, donc en vote interne. Donc nous sommes confiants pour ces élections et nous espérons que les Sénégalais vont nous donner leur voix pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Merci beaucoup. Très bien. Donc en duplex, nous avons Cheikh Sidou Silla, le docteur Silla. Donc docteur, aujourd'hui, nous avons donc cette émission spéciale Sénégal pour les législatives. Vous qui êtes un fin observateur de la politique sénégalaise en France ici, vous avez aussi un site internet qui s'appelle Info 15. Et donc vous avez l'habitude également de recevoir les acteurs politiques du Sénégal sur votre plateau. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces élections aujourd'hui? Merci Karatoli, merci à tes invités. Ce que je pense de ces élections législatives anticipées, c'est que dans le cadre de la normalisation d'un processus électoral, vous savez que le Sénégal avait organisé une élection présidentielle le 24 mars dernier, et tout le monde savait, en tout cas quand on est homme politique ou observateur, tout le monde savait que cette Assemblée nationale allait être dissoute. Donc la dissolution n'a pas surpris les Sénégalais, en tout cas ceux qui observent la marche de la politique sénégalaise. Ce que nous pensons aussi, c'est que les Sénégalais ont la possibilité aujourd'hui soit de donner une majorité absolue au président de la République pour qu'il puisse gouverner, ou bien, comme le veut l'opposition, d'installer la cohabitation pour que le Sénégal soit quand même dirigé globalement par l'Assemblée nationale, parce que quand on gagne les législatives, on forme le gouvernement et on a la main sur l'exécutif. Donc, M. Barry,
Maintenant, après les présentations, donc, vous qui êtes maintenant dans l'opposition, parce que vous étiez au pouvoir il y a tout juste 6 mois, et vous étiez dans l'APR, maintenant vous êtes avec Amadouba, alors qu'Amadouba était le premier ministre de Macky Sall. Comment ça s'est passé alors, cette rupture aussi rapide? Alors, rupture rapide, vous pouvez le dire. Ce qui est sûr, c'est que Amadouba a été candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle. Donc, le 24 mars, les Sénégalais ont élu Bassirou Diomaye Faye, président de la République. Après cela, la coalition Benno Bokk Yakaar a été, on va dire, dissoute. D'accord? Donc, elle n'existe plus aujourd'hui. Il y a des composantes de cette coalition qui ont décidé de cheminer ensemble. D'autres qui ont décidé quand même de faire cavalier seul ou en tout cas d'aller avec d'autres nouveaux partenaires de leur côté. Donc, ainsi va la vie politique. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en coalition, je l'ai dit à un moment, avec le Parti socialiste qui était membre aussi de la coalition Benno Bokk Yakaar, avec l'AFP aussi qui était membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc on est resté dans notre logique. Les partenaires d'hier sont les mêmes partenaires qu'on a aujourd'hui. Après, l'APR, c'était notre famille originelle, c'est normal qu'à un moment, quand on n'a plus les mêmes, comment dirais-je, convictions, j'allais dire, ou en tout cas on n'a plus la même façon de voir les choses pour l'avenir, qu'on se dise au revoir et que chacun fasse son chemin. Les Sénégalais décideront. Et on espère que les Sénégalais redonneront la possibilité, en tout cas la majorité, ils vont donner, pardon, pas redonneront, mais ils vont donner la majorité à la coalition Jàmm ak Njariñ dirigée par Amadouba aux élections législatives prochaines. Monsieur Noba, donc vous qui êtes le représentant du parti au pouvoir, hein, actuellement le PASTEF, et donc vous êtes, selon certains sondages, les favoris hein, de cette élection. Donc comment vous abordez cette élection? C'est avec sérénité? Comment vous abordez l'élection? Bien sûr, on va aborder ces élections toujours avec sérénité, comme on l'a toujours fait pour les élections précédentes. Il est vrai que ces élections ont un enjeu qui est quand même très fort, c'est-à-dire qu'on a gagné les élections, l'élection présidentielle passée. Donc aujourd'hui, les Sénégalais, on leur demande de pouvoir nous donner la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir concrétiser notre projet. C'est l'une des conditions sine qua non, je dirais, parce que pour mettre en œuvre les réformes que nous envisageons de faire, ne serait-ce que si on prend par exemple, pour entériner tout ce qui a été décidé au niveau des assises de la justice quand le président de la République est arrivé, il avait bien dit effectivement que tous les points qui feraient consensus, donc ça ferait l'objet d'une réforme. Donc là, c'est un exemple que je peux donner, mais il y a tant d'autres exemples qu'on peut donner dans le cadre du projet. Donc effectivement, nous avons une confiance absolue aux Sénégalais et il serait paradoxal de dire que les Sénégalais nous refusent de nous donner la majorité à l'Assemblée nationale. Toute la question maintenant, c'est de savoir effectivement quelle est la majorité que nous allons avoir. Et donc ça, nous y travaillons comme on l'a toujours fait. Nous mobilisons nos militants, nos sympathisants. On est sur le terrain. Le mot d'ordre est clair. La machine est en marche, comme on a l'habitude de dire. Et j'espère qu'on va gagner cette élection avec de manière brillantissime. Et je reviendrai sur ce qu'il vient de dire, parce que bon, c'est une coalition qui me paraît quand même un petit peu bizarre, cette coalition. C'est-à-dire que des frères, il y a 6 mois, quelqu'un qui avait la confiance du président de la République et qui se retrouve finalement séparé de ce président de la République. On ne sait pas trop pourquoi. On est dans les autres. Eh bien, Amadou Barry, il vous a tendu une perche, donc comment je le laisse terminer. Mais je veux juste finir pour dire que c'est ça le charme aussi de la politique au Sénégal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas juste qu'on se trompe dessus, parce que je ne comprendrai pas en fait le sens de dire qu'on va avoir une majorité. Il est clair qu'ils ne peuvent pas avoir la majorité, parce que déjà sur leur base, ils sont divisés. Et donc, ça montre en tout cas un visage qu'on a connu depuis très longtemps. Alors là, on reconnaît très bien le PASTEF. Vous l'interpellez sur le PASTEF. Il en parle pendant 30 secondes et il bifurque vers une coalition qui est la nôtre. Alors, pour nous juger, je lui rappelle juste qu'en 2022, ils étaient sur la même liste que Barthélémy Diaz et Khalifa Sall,
avec toutes comment dirais-je, toutes ces composantes qui étaient avec ces deux personnes. Donc aujourd'hui, vous avez une liste à part, PASTEF uniquement. Oui, bien sûr, comme nous assumons. Et laissez-moi terminer. J'ai eu la courtoisie de vous écouter et la courtoisie de m'écouter aussi. Mais je veux réagir en même temps. Oui, mais laissez-moi juste terminer mes phrases, vous réagirez. J'ai eu la courtoisie de le faire. Donc, aujourd'hui, Barthélémy Diaz a une liste qu'il dirige. Donc, nous n'avons pas de leçon à recevoir de votre part pour dire oui, vous êtes des frères, vous n'êtes plus ensemble, vous avez été ensemble pendant un moment. Là n'est pas l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est que vous êtes au pouvoir depuis 6 mois. Depuis 6 mois, ils sont au pouvoir. Il y a une distinction totale entre le PASTEF pendant ces 6 mois. Non, mais laissez-moi parler. Je termine. D'accord. Vous êtes au pouvoir depuis 6 mois, M. Noba. Vous ne voulez pas me laisser parler? Je vous laisse parler, mais je voulais vous corriger pour vous dire que M. Noba, mais laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi développer. Comme ça, moi, j'ai la courtoisie de vous laisser finir vos phrases. Voilà, laissez-le finir. Je disais tout simplement, aujourd'hui, ça fait 6 mois que le pouvoir est dans leurs mains, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Qu'est-ce que les Sénégalais ont retenu pendant ces 6 mois? Les signes. Oui, les 6 mois, c'est quand même... C'est pas un bilan, mais il y a des signes. Non, mais il y a des signes. Il y a des signes annonciateurs qui permettent quand même de juger de la promesse qu'ils avaient tenue, qui était de dire on va faire la rupture. En 6 mois, ce qu'on retient aujourd'hui très rapidement, c'est que les signes annonciateurs d'une rupture ne sont pas au rendez-vous. En 6 mois, on a vu des gardes à vue d'opposants, des gardes à vue de journalistes qui ont juste osé contester des chiffres avancés par le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est ça la rupture? Je n'y crois pas. Mais on aura l'occasion de développer. Sur ce point, vous avez une manière de présenter les choses de manière très partielle, parce que vous avez dit que... J'ai remonté des faits. Oui, j'ai rapporté des faits. Rien que des faits. Aucune opinion n'a été, comment dire, soulevée de mon côté. J'ai juste rapporté des faits. Chéri Yerim Seck n'a pas été gardé à vue. Bougan n'a pas été gardé à vue. Quel tort on le reproche à ces deux-là? Allez-y, je vous en prie. Voilà, merci beaucoup. Restons sur les faits. Vous avez dit qu'effectivement, il y a 2 journalistes qui ont été arrêtés. Mais vous n'avez pas dit que ces 2 journalistes ont été libérés et il y a eu un autre. Pourquoi les avoir arrêtés déjà? Non. Parce qu'ils ont juste contesté les chiffres. Oui, mais d'accord. Mettre quelqu'un en garde à vue parce que tout simplement, il a contesté. Je vais interpeller. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste terminer ce point. D'accord, allez-y rapidement, oui. Donc, il disait que les journalistes ont été arrêtés, mais il y a eu un non-lieu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui... Face à la pression. Face à la pression. Il n'y a aucune pression. C'est vous qui avez la pression. C'est toujours vos manières de faire que vous pensez que les autres font. Donc c'est pourquoi c'est toujours le même discours. Mais je veux dire que les faits sont têtus. C'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés, certes, mais ils ont été libérés. Ils n'ont pas fait la prison alors qu'il y a à peine 6 mois, même sur un tweet, moi qui suis de la diaspora, il y a 2 ans, je ne pouvais pas aller au Sénégal. Et alors que je suis sénégalais, je paye, je cotise, j'envoie de l'argent au Sénégal. Donc... on n'est pas dans la même situation. Donc là, on a fait quand même on est à des années-lumière de ce qu'on a connu il y a à peine 6 mois. Donc donner des leçons sur cette partie-là, je pense que c'est très malvenu. Alors, donc je vais rapidement donner la parole à Cheikh Sidou Sylla qui a un regard neutre. Hein. Et docteur, donc, là, les deux sont en train de se renvoyer la balle pour la situation. Donc, à votre avis, est-ce que depuis 6 mois, depuis l'arrivée du duo Sonko-Diomaye au pouvoir, à votre avis, quelque chose a-t-il changé au Sénégal ou pas? Écoutez, moi, Kara, depuis 6 mois, je me refuse quand même de prendre position parce que je me suis dit qu'il serait très prétentieux de ma part de vouloir juger au gouvernement élu sur 5 ans en 6 mois seulement, alors que le Sénégal était littéralement divisé avant la session de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. Donc, il y a beaucoup de clivages dans ce pays, ne serait-ce que faire en sorte que le pays se stabilise, n'est-ce pas, demande beaucoup de travail de la part des autorités en place. Je pense franchement qu'il faudra laisser cette équipe prendre ses marques d'abord, c'est important, parce que la gestion d'un pays n'est pas chose facile. Donc, lui laisser cette équipe-là le temps de prendre ses marques, mais lui laisser aussi de poser des actes. Je crois que
Ce que Amadou Bari vient de dire, c'est vrai, on a interprété certains journalistes, mais il faut dire aussi, car moi je suis journaliste, mais que le journalisme est devenu quand même le maillon faible de la démocratie sénégalaise quelque part. Parce que ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est un alignement soit en faveur du pouvoir, soit en faveur de l'opposition. Et les gens sont capables aujourd'hui, moyennant quand même des avantages sûrement financiers ou fonciers, sans doute, prendre position pour une partie ou une autre. Moi, j'ai même entendu des journalistes dire qu'il vaut mieux quand même se faire insulter, se faire allumer sur les réseaux sociaux, mais quand même avoir en retour, en contrepartie, des avantages. Donc, vous voyez, moi-même, en tant que journaliste, à chaque fois que je lis un article, je le lis avec des pincettes parce que je dis effectivement quelle est la part de sincérité dans le contenu de cet article. Donc, vous voyez, c'est un pays à reconstruire sur plusieurs niveaux. C'est un pays qui était divisé, qui était sur une mauvaise pente. Donc, laissons, à mon avis, ces nouvelles autorités le temps de s'installer d'abord, le temps de mettre en pratique leur projet, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fini de remettre les choses en ordre pour mettre en place leur projet. Je pense que l'opposition serait encore beaucoup plus, bon, on va dire, sage ou un peu plus républicaine si elle avait, à mon avis, laissé un tout petit peu le temps au pouvoir de prendre ses marques. J'ai envie même de dire à Amadou Ba, dont le leader est Amadou Bari, bien sûr, dont le leader est Amadou Bari, qu'en 6 mois, je n'ai presque pas entendu Amadou Ba critiquer le pouvoir. Le seul ou les seuls que nous entendons critiquer le pouvoir, c'est peut-être Bougane Gueye Dany, c'est des Thierno Bocoum, des gens qui n'ont pas participé à la dernière présidentielle, mais qui, du point de vue poids électoral, on ne peut pas dire qu'ils pèsent beaucoup parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu, n'est-ce pas, ce qu'ils ont apporté du point de vue influence sur le débat politique. Donc, Amadou Ba, ancien Premier ministre, a su garder quand même la distance nécessaire pour laisser, pour observer, parce que j'estime que quand on est une autorité politique, quand on pèse dans un pays, à chaque fois qu'on sort pour faire des critiques, on doit avoir des arguments qui peuvent quand même convaincre, mais pas quand même s'attacher à la couleur du sac de la première dame ou à la marque du sac de la première dame. Je pense que ça ne grandit pas l'opposition. Ne pas critiquer ne veut pas dire qu'on est complaisant, mais critiquer, signifie aussi donner des arguments qui peuvent convaincre les Sénégalais. D'accord, donc je vais avancer ici là est très grave. Parce que vouloir réduire l'opposition sénégalaise à une simple critique du sac de la première dame, derrière une sec ou bien un Bougane Gueye Dany font des sorties pour parler des chiffres que Ousmane Sonko a avancés, cela c'est quelque chose, c'est comment dirais-je, une donne très sérieuse pour la marche de notre pays. Donc, vous n'allez pas dire aux gens, j'ai été élu, j'ai fait 6 mois de gouvernance et taisez-vous, laissez-moi terminer, après vous allez. Taisez-vous, vous n'avez rien à dire là-dessus. D'abord, lorsque Ousmane Sonko a été élu, la constitution du Sénégal lui demandait, Bassirou Diomaye Faye, le duo, si vous voulez, le duo, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko. Laissez-moi terminer, j'argumente, laissez-moi terminer. D'accord, terminez là, vous gâchez le débat, je vais argumenter, après je vais vous écouter. D'accord, je vais vous laisser terminer, il n'y a aucun souci là-dessus. Laissez-moi juste développer. Voilà, on le laisse terminer. Lorsque Ousmane Sonko a été élu, a été nommé Premier ministre, autant pour moi, la constitution du Sénégal lui demandait de faire une déclaration. Non, ça on connaît la règle. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Mais laissez-moi parler, sinon c'est compliqué. Donc, il ne l'a jamais fait. On nous parle de projet. Si là nous parle de projet, je suis sûr qu'il n'a jamais lu ce projet lui. C'est là qu'il le dit.
Parce que c'est Ousmane Sonko même qui nous a fait comprendre à la télé que le projet n'existe pas. Non, et qu'il allait être... qu'il faut leur laisser qu'ils sont là que 6 mois. Non, mais on ne fait pas de bilan. Je vous ai dit dans mon propos que les signes annonciateurs, je voulais juste dire que les signes annonciateurs de la rupture ne sont pas au rendez-vous. Je n'ai pas dit qu'on va faire le bilan. Non, le bilan, on le fera plus tard. Là, je parle de signes annonciateurs. Il parle d'une division de la société sénégalaise. Qui en est l'auteur? Qui sont les responsables de cette division? Il a parlé aussi du silence. Et aujourd'hui, il parle des médias aussi. Je vais répondre sur les médias et je laisse. Il a parlé du silence. Je réponds là-dessus. Je réponds là-dessus. Oui, je réponds là-dessus. Amadouba, quand on dit Amadouba est silencieux, je m'inscris en faux contre cela. Parce qu'on voit des gens qui sont affiliés à la plateforme de Amadouba, donc la nouvelle responsabilité, qui sont sur les plateaux, qui critiquent les faits et gestes du gouvernement sénégalais. Donc dire qu'Amadouba ne parle pas, ça je ne suis pas d'accord. Sur les médias, oui. Donc, je disais sur la presse, je ne suis pas en phase avec Cherou Silla, pardon, parce que tout simplement dans tous les pays du monde, on retrouve parfois au sein de la presse des gens qui se rangent derrière l'opposition ou derrière le pouvoir. Ce n'est pas une particularité sénégalaise. Et cela ne justifie pas aujourd'hui que des journalistes qui contestent des chiffres avancés par le Premier ministre soient mis en garde à vue. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, quand j'entendais le temps de Macky Sall, ils ont mis beaucoup de monde en garde à vue. Oui, mais c'est eux qui ont prôné la rupture. C'est pour cela que je te disais, pour moins que ça. Je disais, les signes annonciateurs de la rupture ne sont pas au rendez-vous. Je n'ai pas dit que Macky Sall ou quelqu'un d'autre n'a pas eu à mettre en garde à vue quelques Sénégalais. Je n'ai jamais dit ça. Par contre, je dis tout simplement que cette façon de faire, on ne l'avait pas connue. Parce que tout simplement, Ousmane Sonko a été le champion de la contestation des propos de Macky Sall. Il n'a jamais été mis en garde à vue pour cela. Ils ont prôné la rupture. La rupture doit être sentie dès le début. Je vous laisse donc Kadiali Noba, vous pouvez... Pour autre chose. Il a été emprisonné, donc c'est pur. Pas pour contestation de chiffres. Pas pour contestation de chiffres. Je vous laisse parler. Je vous laisse parler. Voilà, monsieur Noba. Je rappelle juste que vous n'êtes pas le maître de plateau. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Il a dit beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, je trouve, si vous permettez l'expression, beaucoup de contre-vérités. Parce que tout à l'heure, je reviens sur les faits. Les journalistes, je dis qu'ils tronquent les faits et les faits sont têtus. Ça veut dire que quand on est arrêté, effectivement, vous avez raison sur ce plan, mais ce n'est pas la vérité entière. Ces personnes ont été arrêtées, ils ont été entendus, ils ne sont pas allés en prison. On les a libérés et il y a eu non-lieu. Donc ça, c'est un fait très important. Moi, je suis juriste. Donc je vous rappelle que le non-lieu, ça veut dire qu'on vous a entendu et on considère qu'on ne vous reproche rien du tout. Il y a 6 mois, on n'avait pas cette justice-là. Et c'est les mêmes textes aujourd'hui qui s'appliquent. Donc il serait prétentieux de venir nous raconter ici qu'il y a un changement alors qu'il n'y a aucune loi qui n'a été votée depuis le 24 mars dernier. Donc quand on tient ce type de discours alors qu'on a été au pouvoir il y a 12 ans, on peut avoir une mémoire très courte. Donc selon quelque chose a changé. Non, ce que je veux dire par là, c'est que pour des faits moindres que ce dont il parlait tout à l'heure, vous l'avez bien rappelé, merci, on a été emprisonnés, des gens ont été emprisonnés. L'un des faits qui m'a marqué ces derniers jours, c'est qu'il y a un concitoyen qui a interpellé le président. Ça veut dire que même si on est dans un pays, le Sénégal, on a connu une période qu'on n'a jamais connue, qu'on n'a jamais vécue dans notre histoire. Absolument. Donc aujourd'hui, nous, c'est simple ce qu'on dit. L'enjeu des élections, je reviens sur le sujet fondamental parce que je pense que tout ce qui est dit, c'est périphérique et les Sénégalais pourront juger là-dessus parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de répondre. Revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que les élections législatives, les prochaines élections législatives, on demande aux Sénégalais la majorité pour la bonne et simple raison. La rupture qu'on leur a promis, qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre, une majorité à l'Assemblée nous permettra de mettre en œuvre cette rupture, par exemple sur le plan de la justice, mais aussi sur le plan financier, sur le plan des réformes, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, donc peut-être si vous voulez qu'on revienne là-dessus, mais ne serait-ce que par exemple sur le plan de la justice, pour résoudre ce problème, je vous demande de voter pour nous, parce que nous, on va faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis 12 ans. 2 points, peut-être, qui sont essentiels. Le premier point, c'est plutôt couper le cordon ombilical, ce qu'on appelle le cordon ombilical, entre le ministre de la Justice et le procureur de la République. Aujourd'hui, le ministre de la Justice qu'on a choisi, que le président Bassirou Diomaye Faye a nommé, fait l'unanimité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a toujours refusé d'avoir la tutelle de son ministre. Donc aujourd'hui,
dans les faits, tout le monde le respecte. Même votre leader le respecte. C'est pas ce qu'a dit Ousmane Sonko. Donc, même votre parce leader... que lorsque Ousmane Sonko nous dit, le ministre de la Justice m'a appelé et m'a demandé est-ce que vous connaissez ce militant du PASTEF parce que vous avez pas cette courtoisie de me laisser terminer. Non mais c'est là quand même, permettez-moi de vous interrompre quelques secondes. C'est pas ce que dit Ousmane Sonko qui nous a dit en public que le ministre de la Justice l'a appelé pour lui dire... Je veux juste continuer mon raisonnement. Donc, Amadou Barry, laisse M. Noba terminer. C'est toujours comme ça. Quand on discute avec eux, ils restent sur des sujets périphériques en réalité. Mais c'est pas périphérique, c'est important. Vous avez parlé du ministre de la Justice. Oui, mais je vous ai rappelé les propos de votre leader, Ousmane Sonko, à l'endroit de ce ministre de la Justice. Mais je suis en train de vous dire que demain... C'est vous qui avez évoqué le sujet. Donc, je suis en train de vous dire que même si demain, le président de la République, Ousmane Sonko, quelqu'un d'autre, appelle le ministre de la Justice, nous, on est en train de vouloir mettre une réforme qui, même si le président appelle le ministre de la Justice, ils n'auront aucun... Non, je termine. Je termine. Si vous aviez tenu la déclaration de politique générale, les Sénégalais auraient été édifiés très tôt sur... Toujours c'est un hors-sujet. Vous voyez, vous allez pas... Je reste droit dans mes bottes. Je reste droit dans mes bottes. Mais laissez-moi finir, je reste juste droit dans mes bottes. Voilà, laisse-le finir. Laisse monsieur Noba finir. Je reste juste droit dans mes bottes parce que quand on parle d'un sujet, vous sautez sur un autre sujet. La déclaration de politique générale, on va en parler. Mais terminons d'abord sur ce point-là. Oui, non, mais terminons d'abord sur ce point. Juste les 6 mois à la limite. Voilà. Terminons d'abord sur ce point. Donc, je suis en train de dire sur ce point-là que demain, la réforme qu'on veut mettre en œuvre, c'est-à-dire que si on a la majorité, même si le président de la République appelle le ministre de la Justice, l'exécutif n'aura aucune influence sur le judiciaire. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, si vous voulez que éviter de vivre ce que vous avez fait vivre les autres, votez pour nous. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je termine sur ça. Le deuxième sujet, parce que vous n'avez pas pu mettre ça en œuvre pendant 12 ans, donc ne venez pas nous raconter n'importe quoi sur ce point-là. Le deuxième sujet, c'est plutôt de dire qu'on va installer le juge des libertés et de la détention. C'est très important dans un pays, si on veut aller dans un état de droit, parce que c'est l'un des éléments de l'état de droit. Ça veut dire que demain, si le procureur de la République arrête quelqu'un, ce n'est pas le procureur qui va décider en fonction des infractions, parce que bon, on connaît les infractions de l'article 56 à, je ne sais pas, 100 et quelques du code pénal. Donc si le procureur de la République demain a en face de lui une personne et qu'il veut l'envoyer en prison, il y aura le juge de la détention, le JDL, qui pourra statuer pour savoir est-ce que cette personne-là présente toutes les garanties pour aller en prison ou pas. Donc ça, c'est une rupture, ce sera une nouveauté dans la législation sénégalaise. C'est une rupture. On est allé encore plus loin, nous, dans nos propositions. Une justice complètement indépendante. Complètement indépendante. Ça veut dire que si on a la volonté de nous comporter comme ce que le régime sortant avait fait il y a 6 mois, on n'aurait pas proposé ces réformes. Ce qu'on veut éviter pour nous, c'est qu'on soit dans un état où à chaque fois, quand on a subi certains actes, on essaye de reproduire ces actes-là. Ça ne nous mène nulle part. D'accord, je vais aller voir monsieur... Le dernier point, s'il vous plaît, si vous permettez, juste que je termine sur ça. Je vais voir monsieur Cheikh Sidou Sylla. Le dernier point, parce qu'il a parlé en fait de la déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale, si le Premier ministre l'avait fait, j'ai écrit un article dans Le Soleil où j'explique un peu sur, quand on regarde depuis 2000, les 15 gouvernements qui sont passés au Sénégal, le président Macky Sall n'a pas respecté, même lui-même, n'a pas respecté en fait le délai pour faire la déclaration de politique. Non, mais je veux dire sur le principe. Non, mais laissez-moi finir. Non, mais je veux juste... Mais j'ai réagi sur ce point. J'ai réagi sur ce point-là. On parle plus de délai. Je suis désolé, mais là, on parle plus de délai. Je vais aller voir Kadiali, on parle plus de délai là. Non, mais je vais finir sur ce point parce que c'est important. Je vais voir M. Kadiali. Je sais. Juste lui poser une question. Attendez, on parle plus de délai. Une seconde, je vous donnerai la parole après. Non, mais je vous donnerai la parole. En 30 secondes. Ce que je veux dire sur la déclaration de politique générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai dans la Constitution, déjà, dans un premier temps. Donc, moi, je suis juriste, donc je connais bien. S'il n'y a pas de délai, donc on ne peut pas reprocher à une personne. Même les non-juristes savent ça. Merci beaucoup. Donc, c'est contradictoire de dire qu'il n'a pas respecté la déclaration de politique générale. Ça, c'est la première chose. Il ne l'a pas faite. Il ne l'a pas faite, d'accord. Il n'y a aucun sens de le faire sur une On assemblée. ne parle pas de délai. Il n'y a aucun sens de le faire sur une assemblée qui va être dissoute. Et dans un second temps, s'il l'avait fait, les conditions pour qu'il le fasse ne sont pas réunies. Pourquoi? Parce que il y a une loi organique qui organise la manière dont le Premier ministre doit
faire la déclaration de politique générale. Et aujourd'hui, à l'état actuel des textes, vous savez quoi? À l'état actuel des textes, l'Assemblée nationale ne reconnaît pas le Premier ministre. Vous savez quoi? Vous avez une toupée. Vous avez une toupée de contester même la légitimité de cette Assemblée nationale. Ce qui est très grave. Elle a la même légitimité que le président Bassirou Diomaye Faye, parce que les députés sont élus par le peuple sénégalais. Vous avez une toupée de faire cela. Des tripottillages de l'ancien régime. Donc maintenant, je ne vais pas aller dans ce débat parce que l'Assemblée est dissoute. C'est ça. C'est très bien. Mais c'est lui qui revient là-dessus. Voilà, c'est important de parler des 6 mois. C'est important de préciser que on va laisser je vais appeler. C'est important de préciser qu'il ne faut pas cautionner l'illégalité. Votre candidat Amadou Ba a aller se présenter devant l'Assemblée nationale de manière illégale parce qu'aucun texte ne lui permettait de se présenter devant l'Assemblée nationale. Archi faux. Donc, faux, archi faux. Archi faux. Vous savez quoi? Répondez-moi par des faits. Répondez-moi par des faits. L'Assemblée nationale, le règlement de l'Assemblée nationale ne vous me laissez pas répondre. Mention vous m'interpellez et vous ne me laissez pas répondre. Donc, je vais demander à Cheikh Sidou Sylla. Alors, Cheikh Sidou Sylla, vous êtes là, Monsieur Sylla. Docteur, voilà. Oui. Docteur, donc, vous avez entendu, le débat est très serré, hein, très houleux. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire, c'est la candidature de Macky Sall. Donc, Macky Sall qui a quitté le pouvoir il y a 6 mois et qui est maintenant à la tête d'une coalition, c'est-à-dire tête de liste d'une coalition. Est-ce que, à votre avis, pourquoi il a décidé cela? Parce que il y a juste 6 mois que les Sénégalais ont quand même voté contre son candidat, le candidat qu'il a lui-même désigné. Et maintenant, lui-même, il est tête de liste d'une coalition. Est-ce que vous, à votre avis, en tant qu'analyste, pourquoi cela? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire à Amadou Ba que même quand on est journaliste, on peut critiquer le travail des journalistes. J'ai souvent l'habitude de théoriser quelque chose en disant qu'on peut être partisan et objectif. Ça, c'est en France ou aux États-Unis, partout, il y a des presses partisanes, oui, mais on peut être partisan et objectif, c'est-à-dire, même si on est favorable à un temps, on puisse dire des choses qui sont vérifiables, des choses qui sont factuelles, c'est juste ce que je voulais dire. Alors, finir son analyse, voilà, vous avez la parole. D'accord. Donc, après cette précision, je dis, mais si Macky Sall est candidat, c'est normal, parce que jusqu'à preuve du contraire, je pense que rien ne l'interdit d'être candidat aux élections législatives. Je rappelle que Abdoulaye Wade, ici, était aussi candidat sur une liste lors des élections législatives après sa défaite à la présidentielle. Bon. Chacun sait pourquoi il a décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Mais l'intérêt d'abord de la présentation de Macky Sall réside dans le fait que le parti APR était pratiquement démobilisé. Donc, sans un leader charismatique, il serait un peu difficile pour ce parti de se mobiliser pour les élections actives. Donc, pour Macky Sall, il était normal quand même de faire en sorte d'avoir une deuxième défaite lors de ces élections législatives. Donc, pour moi, première chose à souligner, sa candidature a pour objectif de remobiliser son parti. Parce que nous avons vu, dès l'instant qu'on a dit que Macky Sall était tête de liste de sa coalition, d'anciens ministres ou des hommes politiques d'une certaine envergure de l'APR se sont engagés à aller déposer leur candidature dans les départements où ils sont originaires. Et j'estime que la candidature de Macky Sall pour quand même booster un tout petit peu l'électorat de l'APR. Parce que dans certaines régions du Sénégal, le vote a une dimension identitaire. Donc, si Macky Sall est candidat, c'est certain que certains, quels que soient les reproches qu'on fait à l'ancien président de la République, vont voter pour l'APR. Ça,
C'est le premier point. Mais le deuxième point aussi, moi, je ne suis pas sûr que Macky Sall va venir au Sénégal pour battre campagne, mais le fait quand même... Pour savoir, est-ce qu'il a la possibilité de faire la campagne, de battre campagne sur le terrain? Mais bien, il a la possibilité parce que jusqu'à preuve du contraire, rien ne l'interdit d'aller au Sénégal, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ça peut être un choix ou bien ça peut être des craintes, mais personne ne l'a empêché d'aller au Sénégal. En tout cas, je n'ai pas entendu une déclaration dans ce sens. Donc, l'autre chose qu'il faut dire aussi, que Macky Sall, tête de liste, ça donne un peu plus de piment quand même à la campagne électorale. Parce que même s'il n'est pas au Sénégal, peut-être qu'il aura la possibilité de s'exprimer, de répondre à certaines accusations. Je vous informe que le 10 octobre dernier, il était prévu que Macky Sall allait faire une déclaration, il allait rencontrer ses militants à Paris. Mais malheureusement, la rencontre a été reportée. On attendait quand même du président, de l'ancien président de la République de faire certaines déclarations, de répondre aux accusations qui sont portées par les nouvelles autorités. Bon, ce n'est peut-être que partie remise, mais je pense que cette élection législative, en tout cas avec Macky Sall tête de liste, devrait être l'occasion pour lui d'éduquer les Sénégalais sur des accusations qui sont portées à son encontre, au moins quand même, pour les observateurs de la vie politique au Sénégal, on se dit que sa candidature est une aubaine, c'est une opportunité, c'est une mine d'information, parce que d'un côté, Ousmane Sonko et ses partisans vont sûrement dire que Macky Sall a fait ceci ou cela, à partir peut-être de Casablanca ou ailleurs dans le monde. Il va devoir répondre à ces accusations. Parce que s'il ne répond pas, il met en mal son parti et ses militants. Parce que ne pas répondre à ces accusations porterait quand même le discrédit sur les gens. Donc, est-ce que vous pouvez me dire les chances des uns et des autres, vous qui observez de près donc cette campagne électorale, vous pouvez me dire les chances des uns et des autres. Donc selon vous, c'est qui sont les favoris de cette élection? Mais je m'invite à un exercice que je ne maîtrise pas parce que je n'ai pas un don. Mais honnêtement, on peut se limiter à certains faits qui pourraient quand même étayer l'analyse. On prend par exemple l'APR. Je pense que dans certaines régions comme dans le Fouta, sur les listes départementales, l'APR, je pense quand même peut avoir des résultats quand même satisfaisants. Je ne peux pas dire si l'APR va gagner, mais les résultats peuvent être satisfaisants parce que beaucoup d'anciens ministres, beaucoup de ténors du parti, ils ont de l'argent aussi, il faut le dire, ont décidé d'aller militer à la base, donc de candidater dans leur département d'origine. Et puisque souvent dans le Fouta, le vote est identitaire, il est possible. Mais aujourd'hui, si on veut dire objectivement les choses, malgré certaines critiques l'opposition porte, je pense que Pastef a encore le vent pour parler objectivement. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas quand même ce désenchantement que certains pensent, n'est-ce pas, par rapport à Ousmane Sonko non, je ne crois pas. Et puis, l'histoire politique du Sénégal nous a enseigné que si un président est élu, généralement, les Sénégalais lui donnent l'opportunité d'avoir une majorité. Je voudrais réagir rapidement sur... Non, on ne va pas revenir en arrière. Donc, on revient pas en arrière. Non, s'il vous plaît. Donc, ce que je voulais savoir, donc, votre coalition, donc la coalition Amadouba, et qui s'est détachée de l'APR, donc qui a pris quand même quelques anciens de l'APR, avec d'autres partis pour former cette coalition. Donc, quelles sont vos chances? Parce que là, Amadouba est battu il y a juste 6 mois. Est-ce que vous croyez que les Sénégalais vont revenir adhérer encore à son programme et à ses idées? Alors, avant de répondre, vous allez quand même permettre de réagir sur une phrase que Cheikh Sylla a lâchée,
quand il dit qu'au Fouta, le vote est identitaire, c'est très grave. Moi, je suis de Ziguinchor, je suis un voisin. Oui, mais les gens, non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Lorsque disait que mais ça ne veut pas dire identitaire. Ça ne veut pas dire identitaire. Ça veut dire que c'est le titre foncier de la Aujourd'hui, on peut dire que Ziguinchor est le titre foncier du PASTEF. Ils peuvent le dire. Parce qu'ils nous ont écrasés à Ziguinchor. Moi, je suis de Ziguinchor. Je suis natif de Ziguinchor. Je suis un voisin Ousmane Sonko. Mais jamais on a dit, jamais, je ne vous ai pas, non, je parle de Silla. Silla a parlé de vote identitaire. Voilà, oui. Parce que tout simplement, on n'a jamais prononcé le titre. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Non, c'est un exemple qu'il a donné. Il n'a pas le dire, moi. C'est un mauvais exemple. Non, je peux le dire parce que tout simplement, mais laissez-moi m'exprimer quand même. D'accord, laisse-le finir, laisse-le répondre rapidement. Je voulais parler calmement. Parler de votre projet, de vos chances de gagner les élections. Je vais y arriver. Aux Sénégalais. Il va y arriver. C'est pas vous qui dirigez le débat. Laissez-moi. Il va y arriver. C'est pas vous qui dirigez le débat. Voilà. Laisse-le finir. Il va revenir sur leur chose. Alors, très rapidement. Donc, je suis de Ziguinchor. D'accord? Si Ousmane Sonko rafle toute la région de Ziguinchor, on ne dira jamais que c'est un vote identitaire. Donc, stop. D'accord. Cela dit, je passe à votre question. Voilà, allez-y. Allez-y pour ma question. Vous êtes pénible. Vous êtes pénible. Ne vous énervez pas. Non, acceptez la contradiction. Oui, mais je finis, après vous allez parler. Non, mais ce que je vous dis, c'est que voilà, Noba, vous allez me répondre après. Donc, M. Barry, allez-y, M. Barry. Une personne qui est censée être objective, qui a sorti ce mot, et il y a beaucoup de... Je réponds à cette personne. Oui, mais je vous dis, vous avez besoin... Si, j'ai besoin de répondre, on est dans un débat. D'accord. Oui, mais c'est pas vous qui allez me dire comment me conduire dans ce débat. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez parlé du passif. Mais j'ai pas fini. Je suis obligé de vous répondre. D'accord, monsieur Noba, il va finir rapidement. Non, vous aurez le temps de me répondre. Allez-y, monsieur Barry. Cela dit, vous avez parlé de nos chances aux élections législatives. Oui, parce que vous avez perdu j'ai compris votre question. Les élections il y a 6 mois. Oui, j'ai compris votre question. Si on s'en fie tout simplement aux chiffres, aujourd'hui, à l'élection présidentielle, qui est arrivé deuxième au Sénégal? Amadouba, avec combien de pourcentage? À peu près une trentaine, 34. 35. Oui, 34, voilà, 34, 35. Si on arrondit, vous avez... Aujourd'hui, Silla a fait une analyse, d'accord? Et il mettrait l'APR avec beaucoup de chance. C'était avec l'APR. Oh là là, c'est compliqué de débattre. Oui. Je peux faire une analyse basée sur les victoires au niveau des départements. Pourquoi il n'a pas cité la coalition, le Amadouba, qui a gagné à Vélingara, qui a gagné dans plusieurs départements du Sénégal? Si on s'en fie tout simplement à ces chiffres, on a une chance déjà de gagner au niveau de ces départements. Je termine, après vous allez vous exprimer. C'est pénible avec vous. Ensuite, nos chances. Parce que tout simplement, durant les 6 mois... Allez-y, oui, durant les 6 mois. Oui, mais laissez-moi terminer, Kadiali, laissez-moi terminer, après vous parlerez. J'ai besoin aussi de préciser. Mais vous avez le temps après de préciser. Laissez-moi juste terminer. C'est pénible de débattre dans ces conditions. Ensuite, en ce qui concerne les 6 mois de gestion de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Ah bon? Vous pensez qu'il n'y a pas de Sénégalais déçus? S'ils pensent qu'il n'y a pas de Sénégalais déçus, ah si, il y en a. Parce qu'ils ont porté, ils ont fait croire, ils ont suscité un espoir, j'allais dire, au sein de la société sénégalaise, en particulier auprès des jeunes. Je peux vous dire que c'est une désintégration de cet espoir aujourd'hui qu'on vit. En 6 mois, combien de jeunes ont péri dans l'océan Atlantique? Vous pensez que si ces jeunes avaient encore espoir en ce duo Ousmane Sonko-Diomaye, ils auraient pris le temps de partir? On vous donne non, je ne crois pas. Deuxième chose, et je termine là. Deuxième chose, je vous parle des causes qui pourraient faire... Deuxième chose. Ousmane Sonko nous avait promis. Ousmane Sonko... opposant. Vous nous avez promis aux Sénégalais. Je parle de la déception des Sénégalais. Après, je viendrai à ça. Ousmane Sonko avait promis aux Sénégalais. Il leur avait dit, si vous m'élisez, en 2 mois, je vais réduire le coût de la vie au Sénégal. On est à 6 mois. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko ouvre des comptes-feux partout pour tout simplement préparer les Sénégalais à un renchérissement du coût de la vie. Dans quelques mois, on vivra
l'augmentation du coût de l'énergie. C'est une réalité, ça va arriver. Monsieur Soli, troisième chose, et j'en finis là. Non, on s'arrête aux deuxième chose. Allez, voilà, monsieur Noba. Il a dit beaucoup de choses, surtout, il a l'habitude de dire des choses de manière... D'accord, monsieur Noba. De manière tronquée. Voilà, donc c'est en disant que Amadou Ba a eu 35%. Déjà, bon, 35%, 34%, c'est... Oui, bon, ça c'est insignifiant. Maintenant, oui. Ce que je veux dire, il oublie juste de préciser que c'est parce qu'il a eu 34% avec le soutien de Macky Sall qui a demandé à ce qu'on vote pour lui. Et il était à cette époque-là avec la coalition APR. Il était dans Benno Bokk Yakaar avec APR. Donc, avoir en fait une analyse basée sur ces 34%, est une analyse fausse déjà dans un premier temps. Parce que vous n'avez pas... Cela. Voilà, c'est vrai. C'est parce que c'est les chiffres en fait. Vous êtes déjà divisé. Donc ça ne veut pas dire que Amadou Ba déjà peut avoir ces 35%. Mais on est dans une élection législative. On le rappelle, au niveau des départements, c'est la majoritaire. Au niveau national, c'est la proportionnelle. Oui. Donc, il est tout à fait... On peut maintenant dire que comme c'était le candidat qui est arrivé en deuxième position, il peut arriver en deuxième position, si on reste dans la logique comme ça. Tout en sachant que nous, on espère en tout cas avoir une forte majorité, parce qu'on sait que pour pouvoir faire passer les réformes, il faut minimum avoir 99 députés. Donc, ça veut dire qu'une majorité... Une majorité absolue de l'Assemblée, c'est ça, pour pouvoir voter toutes les types de lois. Est-ce que vous croyez que depuis 6 mois... Non, je reviens sur ce plan-là, parce que là, c'est sur ce plan économique dont il parle. Voilà, pas sur le plan économique seulement. Non, mais c'est beaucoup de choses que vous parlez. C'est-à-dire que moi, je trouve que quand même, c'est indécent de demander à un gouvernement qui vient d'arriver ici, il y a 6 mois, de faire des choses. Actuellement, on est en train de corriger les erreurs, vos errements depuis 12 ans que vous êtes en train de dire. Et vous voulez vous faire une nouvelle virginité alors que vous étiez au pouvoir il y a 12 ans. C'est-à-dire que c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui au Sénégal, on ne respecte plus le politique. Parce que moi, je suis citoyen. Oui, là, j'aurais pu vous faire ce que vous m'avez fait. Non, mais vous interrompre tout moment, mais je vous écoute quand même. Merci beaucoup, merci beaucoup, mon cher ami. Merci de ne pas me renvoyer là-bas. D'accord. Mais je vous dis qu'en fait, ce qui est terrible pour le moment, c'est pourquoi les Sénégalais, en quelque sorte, ne donnent plus de valeur son politique. Parce que vous parlez comme si... Mais vous êtes les champions du reniement. Vous êtes les champions du reniement. Attendez. On va parler... Vous êtes les champions du reniement. Vous êtes les champions du reniement. On va sortir sur la politique nationale. Kadiali, vous êtes les champions du reniement. Si la Palme d'Or, le festival de Cannes, j'allais dire. Non, mais vous êtes les champions du reniement. Donc, si le festival de Cannes premier, les champions de la VAR, vous aurez la Palme d'Or. Là, je touche un point sensible. Ça veut dire que votre discours... Non, vous êtes les champions du reniement. Le reniement, c'est votre spécialité. Je vais vous citer quelques reniements. On va parler quand même de la diaspora. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Où sont passés les appels à candidature que vous avez promis aux Sénégalais? Où sont passés les appels à candidature? Vous avez falsifié des chiffres chez nous. Falsifié. Falsifié des chiffres. Ça, je pense que les élections législatives vont nous permettre, en fait, si on a la majorité, d'éclaircir tout ça. Non, mais vous aviez l'occasion avec la déclaration de politique générale. Non. Vous avez fui. On va parler en mot de la déclaration de politique générale. Vous auriez pu le faire, vous avez fui. S'il vous plaît, de toute façon, c'est intéressant, on aura l'occasion encore de refaire d'autres débats. Il ne nous reste pas beaucoup. On va maintenant parler de la diaspora. Mais je termine sur ça et j'irai sur la diaspora. Mais ce que je veux juste dire, c'est que... Vous êtes les champions du reniement. Dire, c'est que... Alors, ne nous faites pas la leçon quand même. Là, aujourd'hui, on a récupéré leurs erreurs, leurs errements, leurs mauvaises décisions stratégiques, parce qu'il y avait des décisions stratégiques. S'ils les avaient prises il y a de cela 10 ans, 5 ans, on aurait subi les effets aujourd'hui. Mais sauf qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Quand vous promettez aux Sénégalais de changer leur vécu en 2 mois, le discours de vérité en 2 mois, vous êtes à 6 mois de gouvernance et nada. On dire aux Sénégalais, on a hérité d'un pays où... Vous avez hérité d'un pays avec des infrastructures de dernière génération. Vous avez hérité d'un pays qui a la cellule. Vous avez hérité d'un pays... Non, je vous donne... L'État, c'est la continuité. Vous avez hérité d'un pays qui a la cellule. On assume la continuité. Ah non, vous ne l'assumez pas. Non, on n'assume la continuité. Quand on vous entend, vous avez hérité d'un pays en ruine. Faux. Archi faux. D'accord. On va maintenant parler un mot sur la diaspora. La diaspora, donc... Sur la diaspora. Voilà.
voilà. C'est ce que nous proposons, c'est simple. Voilà, qu'est-ce que vous proposez, vous, à la diaspora? Dans nos propositions aujourd'hui, justement pour corriger les erreurs qu'eux, ils ont commises et pour permettre, en fait, l'indonésisation de l'économie sénégalaise, qui est un de notre modèle économique, parce qu'ils n'avaient pas de modèle économique. Avec le dossier Azer, on est loin de l'endogénéisation. Donc, ce que je veux dire maintenant, pour la diaspora, qu'est-ce que vous avez? Il y a un mécanisme qui est très simple. On va mettre en place ce qu'on appelle les diaspora bonds. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un projet au Sénégal et qu'on veut financer peut-être une entreprise qui est dans ce qu'on appelle nous les filières stratégiques ou dans le secteur de l'agriculture, on va mettre en fait des structures qui vont permettre aujourd'hui à mon cher ami et moi-même qui avons des intérêts au Sénégal et qui voulons contribuer au développement du Sénégal, de prendre une partie de notre argent que nous avons ici, une épargne, et de pouvoir le mettre dans un véhicule qui permettrait d'avoir une rentabilité qui est beaucoup plus élevée. Ça, c'est la première chose. Puisque donc, quel espoir, surtout vous qui êtes au pouvoir, quel espoir vous donnez aux gens de la diaspora? Aux gens de la diaspora, il y a des Sénégalais, des jeunes Sénégalais nés en France et qui comptent retourner au pays pour aller entreprendre, ou même des Sénégalais qui sont venus ici en tant qu'immigrés et qui veulent maintenant répondre rapidement si vous veulent maintenant retourner. Qu'est-ce que vous leur proposez? Les diaspora bonds sont un des moyens pour que des Sénégalais qui vivent en Europe et qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'aller se déplacer sur place, de pouvoir souscrire à des obligations de financer des entreprises locales. C'est un mécanisme qui peut se faire très facilement. Donc l'État, nous en tout cas, on est en train de travailler là-dessus et en ayant la majorité à l'Assemblée nationale, ça nous permettra d'entériner ce sujet-là. Il y a un point qui est important qui accompagne cela, c'est la banque en fait pour la diaspora. La banque pour la diaspora. Donc ça permet aussi, nous en tant que, au-delà des... C'est-à-dire selon vous, il faut une banque pour la diaspora. Exactement. Au-delà des considérations partisanes, ça veut dire que nous tous, nous espérons demain rentrer dans nos pays. On a cette difficulté de pouvoir avoir des biens chez nous. Donc avec une banque qui nous permettrait effectivement de pouvoir financer des besoins peut-être en immobilier, en investissement, investir dans l'agriculture. Ouais. Donc ça, c'est des mécanismes. Et aussi, il y a un autre sujet qu'on est en train c'est un autre point qu'on pourra mettre en œuvre, c'est de renforcer l'ambassade ici en France, d'avoir des structures qui vont permettre, par exemple, un Barry ou un Kadiali Nova qui veut travailler sur le Sénégal mais qui n'a pas le temps pour se déplacer, de pouvoir avoir toutes les informations, les secteurs dans lesquels, les secteurs dans lesquels il peut investir, les opportunités d'investissement et qui puissent être accompagnés afin de créer une structure à partir de la France, mais qui est une structure sénégalaise. Et donc, de ce fait, ça permettra d'avoir à la fois donc pour schématiser, la diaspora pourra contribuer soit de manière efficace au financement de l'économie sénégalaise, en donnant son argent, ou bien investir dans les secteurs qu'on décidera qui sont des secteurs clés pour nous. Ça, c'est très rapide. Voilà, d'accord. Amadou Barry, qu'est-ce que vous avez comme projet pour la diaspora? Pour ce qui est de la banque, je pense qu'on se retrouve parce que dans le programme de notre candidat Amadou Ba, il a bien été mentionné que la diaspora devrait avoir une banque au Sénégal pour pouvoir quand même faciliter les investissements. Je pense que au moins, il y a un point de concordance. Oui, on s'accorde là-dessus. C'est d'accord. Il y a 12 ans. Oui, mais c'est un sujet qui était dans... Non, au moins, je trouve un point de convergence. On ne fait pas tout dans un pays. En 12 ans, on ne fait pas tout. Ça, vous le savez. D'accord. En 5 ans, vous n'aurez pas... Donc, en 5 ans, vous ne ferez pas tout. Vous écoutez, laissez-moi dire... M. Barry, en dehors de la banque, donc qu'est-ce que vous proposez? Oui, mais laissez-moi terminer quand même. Comme ça, je vais demander à M. Sylla de conclure rapidement. Donc, en dehors de la... L'idée de la banque, pour faciliter, comme il a dit, l'investissement au niveau du Sénégal, ça c'est une chose. Deuxième chose, aujourd'hui dans le sport, si vous regardez l'équipe nationale du Sénégal, il y a beaucoup de gens, beaucoup de joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats du monde. Oui. Nous, on pense qu'on peut s'inspirer du modèle du football pour pouvoir quand même tirer profit de toutes ces compétences qui sont dans la diaspora. Un Kadiali aujourd'hui. Oui, pour les attirer. Pour les attirer, pour qu'ils viennent pouvoir, pour qu'ils puissent servir. Faut-il que l'État mette en place un mécanisme qui peut les attirer? C'est ça l'idée. L'idée, c'est de mettre en place un mécanisme pour les attirer. Pas pour forcément leur dire de rentrer définitivement. Parce que parfois, ça peut être un frein. Mais on peut toujours utiliser ces compétences qui sont à l'étranger et qui ne rentrent pas définitivement, mais qui peuvent contribuer quand même à notre pays à travers des projets, à travers des implications dans des projets pour le développement de notre pays. Nous pensons à ces deux choses-là. Mais ça, c'est pour schématiser, parce qu'on aurait pu parler quand même des avancées sur le plan administratif, que les Sénégalais, dont les Sénégalais ont bénéficié ici en France, sur le plan du logement, sur le plan de l'immobilier, les 100 000 logements. Je vais demander je termine là. Je vais demander à Cheikh Sidibé. Il y a beaucoup de Sénégalais quand même
Oui, il y a beaucoup de Sénégalais le débat en dehors du plateau après. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont bénéficié quand même du programme de 100 000 logements, des Sénégalais basés à l'étranger qui sont dans la diaspora, ici en France et ailleurs en Afrique. Très bien. Alors, Monsieur Sylla, vous avez le dernier mot parce que nous sommes à la fin au terme de l'émission. Est-ce que M. Sylla est encore là? Oui. Alors, donc, voilà, l'émission se termine. Le débat est houleux, très intéressant, mais donc le temps ne nous permet pas de continuer. Donc, je vous donne le mot de la fin. Et donc, qu'est-ce que vous souhaitez aux acteurs, par exemple, donc surtout sur la diaspora, à votre avis, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme proposition, vous qui écoutez énormément de monde autour de vous? Bon, d'abord préciser que l'idée d'une banque des Sénégalais de la diaspora, pour moi, est devenue une idée éculée tellement les hommes politiques en parlent depuis des années. Je couvre des rencontres politiques en France, à Paris notamment, et il n'y a pas un seul homme politique sénégalais qui n'ait pas parlé de la banque des Sénégalais de la diaspora. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu poindre le nez de cette banque. J'espère qu'avec le président Bassirou Diomaye Faye, peut-être qu'on aura enfin cette banque. En tout cas, on attend de voir. L'autre chose que je voudrais dire par rapport aux Sénégalais de la diaspora, c'est que j'ai la ferme conviction que les Sénégalais de la diaspora peuvent contribuer au développement du pays. Malheureusement, jusque-là, on s'est occupé quand même de nous aider à avoir un passeport, à avoir une carte d'identité, donc des papiers administratifs, à avoir un logement. Voilà quoi, globalement, si je schématise, qu'est-ce qu'on offre aux Sénégalais de la diaspora. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit les ressources humaines qui sont dans la diaspora, quand on voit les ressources financières qui sont épargnées dans la diaspora, je pense que un gouvernement qui a un peu quand même de vision pourrait aider quand même faire en sorte que les Sénégalais de la diaspora aident le pays à se développer. Malheureusement, Kara, il faut reconnaître qu'il y a comme une crise de confiance entre les Sénégalais du Sénégal et les Sénégalais de la diaspora en termes d'investissement. Je prends un exemple terre à terre. Hein. Kara, vous avez aujourd'hui 10 000 euros que vous voulez investir au Sénégal. Il est sûr et certain qu'on vous déconseillera de le faire parce que je ne suis pas sur place, parce que vous n'êtes pas sur place, parce que les gens, quand même, dès que vous tournez le dos, voilà, utiliseront votre argent à d'autres fins. J'ai une fois discuté avec une ancienne ministre de l'APR, et parce que c'était un sujet qui me préoccupe beaucoup, et je suis heureux d'entendre de la part de tes deux invités parler de la mise en place de mécanismes qui pourraient sécuriser les investissements. Moi, je pense que c'est là où se trouve le véritable problème. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour sécuriser l'investissement des Sénégalais de l'extérieur? D'où on trouvera une réponse à cela. Je pense que beaucoup de Sénégalais pourraient investir. Nous qui sommes autour du micro aujourd'hui, on aurait dû quand même cotiser chacun 5 000 euros, on aurait dû peut-être 20 000 euros. Avec 20 000 euros, on pourrait faire quelque chose au Sénégal. Sauf que si vous investissez 20 000 euros, vous retournez en France, c'est sûr et certain que dans 2 mois ou dans 3 mois, ça va aller en cet argent va être utilisé à d'autres fins. Donc, le pouvoir en place nous aide quand même à mettre en place un mécanisme qui pourrait nous aider à sécuriser nos investissements. Oui. Je pense que le jour que cela se produira, on réussira quand même à poser des actes dans la volonté du gouvernement d'industrialiser le Sénégal. Autre chose aussi, ça aussi je le dis, et je pense que ce gouvernement a intérêt à répondre positivement à cette question. Les billets d'avion coûtent excessivement cher. Ah, d'accord, le transport. Quand le transport. Quand vous avez 3 enfants ici, monsieur et madame, ça fait 5 personnes, vous n'allez pas dépenser moins de 5 000 à 6 000 euros pour aller juste en vacances au Sénégal, alors que vous devez aussi
voilà, dépenser de l'argent. Le Maroc le fait en subventionnant quelquefois les billets d'avion, ce qui incite beaucoup de Marocains à aller en vacances, donc à dépenser chez eux. Je rappelle enfin qu'en France, ici même, pour mesurer la bonne santé de l'économie, on invoque souvent les dépenses des ménages. Donc, si au Sénégal, les gens ne dépensent pas, mais je ne vois pas comment le pays pourrait se développer. Donc, on nous aide quand même à subventionner le prix des billets pour qu'on puisse aller et pour qu'on puisse créer aussi un lien entre la France et le Sénégal. Et sa diaspora. Merci beaucoup. Donc, docteur Sylla, donc vous avez bien conclu et vous avez aussi lancé ce message aux représentants des coalitions qui sont là. Je crois qu'ils vous ont écouté attentivement pour surtout pour donc 3 suggestions. Et banque, billets d'avion et puis aussi sécurisation de l'investissement. Donc sur ce, nos chers téléspectateurs, donc nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie beaucoup les invités. Donc vous avez été très efficaces tous les deux. Et donc en tout cas, ce plateau est le vôtre. Vous pouvez venir à tout moment et je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.